bonsoir à toutes et à tous, ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans l'émission FDM Toulouse. On est ensemble pendant 54 minutes pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette 233e ce soir. Elliot, est-ce que tu peux chercher la fiche, s'il te plaît, dans le bureau pour Rémi? La composition de la 233e ce soir, c'est Vincent qui sera dans les buts et gardien des réseaux sociaux. Comment il va, Vincent? Ça va très bien, toujours le petit stress du vendredi soir. Et non, il y en a que le stress du vendredi soir, c'est Bordeaux, c'est la Ligue 2. Hein. Nous, le stress installé à l'émission pour parler Ligue 1, Ligue Europa. Donc il y a des stress plus agréables que d'autres, on va dire. Merci Elliot. Merci Vincent, merci quand même. En défense, ce sera notre technicien ce soir. Et d'ailleurs, c'est Elliot. Comment il va, Elliot? Eh bien écoute, très content d'être là et très content de servir de portefeuille. Voilà. Mais c'est un peu ma portefeuille. faute, donc je m'excuse, Elliot. Tu as été très réactif et très bon. Merci. Tu as un bon point ce soir. Merci. Il va jouer au milieu de terrain ce soir. C'est un milieu de terrain très travailleur apparemment, parce que ça bosse à la dépêche en plus. C'est Rémi, comment il va? Bonsoir Camille, bonsoir à tous. En forme? Très bien, même si on s'ennuie un peu sans le TFC, mais bon. C'est compliqué. Hein. Il y a la feuille de match pour compenser ça. Il va jouer en pointe, il marque pas un but, on dirait Yanis Begraoui, il est blessé en ce moment, c'est Auxence, comment il va? Ça commence fort, merci. Bonsoir à tous, très content de revenir en plateau, parce que ça fait un petit moment que j'étais pas revenu, donc ça fait plaisir. Et ça fait un petit moment que t'es pas revenu parce que t'es vraiment blessé, ça c'est vrai. Ah oui, ça c'est pas une vanne en plus. Ah mais il peut pas marquer des buts alors? Non. C'est un mélange entre Begraoui et Bouklal, un petit peu. Une synthèse, on va dire. Et à côté de lui, vous avez une nouvelle tête, c'est notre invité supporter, c'est Brice. Comment il va, Brice? Ça va et vous? Très bien. Ça va. Bienvenue à toi. Merci. Content d'être là? Très content, ça fait un moment que je regarde l'émission et ça fait plaisir d'enfin pouvoir débattre avec vous. Ça nous fait plaisir que tu sois là aussi. En plus, tu nous as mis une sacrée question pour le débat. En tout cas, Rémi, il est en PLS depuis à peu près 3 jours. Donc, au programme, on va vous dire ça de suite. Ça va être les news et les actus du club. Hein. On va faire un bilan aussi. Ce sera notre premier débat, le bilan de début de saison et le débat de notre supporter. Donc, Brice, l'effectif est-il compatible avec la mise en place tactique du coach? Paf! Et là, ça rigole plus. Il y a beaucoup trop de mots compliqués en fait. Là, ça rigole plus. On pourra, si tu veux, les expliquer un par un. Après, c'est pas très compliqué. Quand Vincent fait des débats, c'est mieux. Hein. J'avais fait une vanne, mais je J'ai rien à répondre. Et on terminera par l'interview supporter, parce que Brice, il n'est pas venu que pour nous faire réfléchir, il est venu aussi pour prendre son interview supporter, comme chaque supporter. Tu peux nous dire comment tu as fait pour être ici? Comment tu as fait? Alors, je regarde l'émission depuis un peu plus d'un an maintenant. Et je suis allé au match au Danube contre l'Union Saint-Gilloise. Et je vous ai croisé et vous m'avez dit de remplir le formulaire pour pouvoir discuter avec vous. Et je l'ai fait. Une semaine après, j'ai eu ma réponse. Et le voilà. Ah, c'est pas un chèque? Non, ça marche vraiment. C'est pas un chèque, non. Après, dès qu'il nous a payé une bière, mais je m'en souviens pas. Mais après, je pense pas. On est plus rapide que comme j'aime quand même. Sponsorisé, ça y est. Faut citer notre marque là du coup ou non, vas-y, on s'en fout. Du coup on est en direct, oui on est en direct, vous pouvez réagir surtout en direct, on est en direct sur Radio Occitania, mais vous pouvez surtout réagir en direct avec nous sur le Twitter avec le hashtag FDM Toulouse, sur notre compte F2M Foot, sur la vidéo du Facebook Live de notre page ainsi celle de Radio Occitania, donc la feuille de match, et bien sûr sur le compte Twitch de la feuille de match. Est-ce qu'on a déconnecté ce soir? Quick09 sur Twitch qui s'est abonné sur Prime, sur Twitch. Mais c'est gentil, on le remercie. À nous suivre. On a déjà du monde qui est sur Facebook. On a Elodie, on a Charles qui est très très en forme. Je pense qu'il a envie de revenir à Montpellier directement pour débattre. On a Jérôme, on a Nico et on a Adam aussi. Mais j'avoue, il vient de défiler, il y a à peu près 3 messages de Charles déjà sur le Facebook. Il a une fire, là. Charles, on t'embrasse. Il y a une cote à 0,98, c'est-à-dire tu paries, tu perds de l'argent que Charles nous appelle ce soir. Après, on verra. Il y a quand même un suspense qui est le téléphone de Radio Occitania. Oui, c'est vrai. S'il fonctionne, on le prend en ligne. S'il ne fonctionne pas, l'inverse normalement marche. L'inverse normalement marche. Et là d'ailleurs, s'il appelle, n'hésite pas à lui demander de quoi il veut parler. Parce que la première fois qu'il nous a appelé, il était très frustré de ça. Okay. Donc fais vanne de lui poser des questions. Okay. Et je demande de l'argent aussi ou pas? Tu peux. Tu peux. Anton, non, par contre. On suit la feuille de match. Ah, dommage. Allez, c'est parti pour la 233e émission de la feuille de match. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat.
On vous donne rendez-vous dès demain parce que c'est le week-end des 30 ans des NVDRS. Et demain, au Jardin Mon Plaisir, c'est un week-end populaire et de fêtes qui se passe. Pour leurs 30 ans en programme, nous avons au Jardin Mon Plaisir, ce que je viens de dire, une conférence avec Eli Bob, Nicolas Diaz et Ludovic Serré de Libération, si je dis pas de bêtises. Comment attrape-t-on le virus violet à 2 ans près avec le Covid, avec la Covid et tout, ça peut être vraiment stylé, mais bref. Ensuite, second débat, ça veut dire quoi? NVDRS, il y aura bien sûr une expo photo, des food trucks, des boissons, un atelier drapeau, surtout une belle fête en perspective, parce que le lendemain, nous retrouvons nos amis des NVDRS au Rex pour qu'ils organisent une soirée anniversaire avec le retour de Furax Barbosa, exceptionnellement, mais aussi Freddy Massif, la tribu, Tomic et Drizzer AC. Donc voilà pour le beau programme des 30 ans des Indians. Moi je vous conseille fortement, alors pour ceux qui aiment la musique, ça va être du funk, de la techno et du rap pour le Rex. 20 €, allez-y, c'est pas très cher. Le Rex, c'est une très belle salle en plus. Mais particulièrement demain, je vous conseille de venir faire un tour. Parce que pour avoir déjà fait aussi des conférences, nous c'est un autre style, on l'avait fait avec les Indians à l'époque, mais avec Sébastien Louis et la Dist. Voilà, il y a des vrais sujets de supporterisme, etc. Et c'est quand même sympa aussi de les voir dans un autre contexte que le stade. Et puis l'atelier photo qui va retracer les 30 ans des Indians, je pense qu'il y a des petites photos qui doivent être bien sympatoches. Surprise, ouais. À voir. On va savoir si peut-être ou pas ce que veut dire NVDRS. Il y a Chocotine Trotemi qui nous l'a dit sur Twitch, si tu veux la c'est quoi? Nous vous donnons rendez-vous samedi. Ouais, et beau, joli. En tout cas, ce Jardin Mon Plaisir, c'est le seul jour demain où il risque de pleuvoir. Ça fait 3 mois qu'il fait 40 degrés et ça commence un petit peu à... on va rester poli. C'est quand même pas le pro là. Non, mais en tout cas, c'est que 1 €, je crois, par préinscription sur le lien Hello Asso. Mais passez, venez 1 heure, 2 heures, 3 heures. Nous, on y sera. Enfin, moi, j'y serai. En tout cas, je sais pas si vous y serez. Non. Tu seras. Non, toi, tu seras en Espagne. Est-ce que toi, Brice, tu iras? Je pense pas. Tu te penses pas? Je ne pense pas non plus. Tu prends un flop là? Je suis sûr que non. Elliot? Absolument pas. Eh bien écoutez, voilà, dans cette Mais il y aura équipe, du monde quand même. dans cette équipe, il y a des gens bien et d'autres qui sont pas forcément bien, mais voilà, moi j'y serai en tout cas. Non mais honnêtement, hormis ça, je vous conseille fortement de passer, ça peut être sympa. En plus, ils seront contents, c'est quand même aussi beaucoup de préparation, tout ça. Ensuite, on a des matchs, on a du sportif ce week-end. Le gros calendrier là pour ce week-end, d'abord la préformation avec le compte Instagram, la Fabrique Violette. Les U14 reçoivent Saint-Orens, les U15 l'Olympique Corbière sur Minervois, ce que Camille appelle son petit apéritif à lui. Et les U16 iront à l'Union Saint-Jean. On va parler aussi de l'Académie des féminines. Je vais vous faire ça dans l'ordre pour ce week-end parce qu'il y a beaucoup de matchs à la maison pour une fois. Les U19 recevront Montpellier donc ce samedi à 15h sur l'annexe Bristaton. Les U23 féminines donc en Régional 1 recevront la réserve de Montauban samedi 20h au même endroit. Les U19 féminines recevront Marseille donc sur l'annexe 3, ce sera dimanche à midi. Attends, t'as dit 2 fois les U19 féminines? Non. Ah, t'as eu les 19, pardon, c'est pour moi. Mais je sais pas parce que tu as parlé des U19 et des U23, donc pardon. Et du coup, les seniors, elles rentreront en Coupe de France dimanche 14h30 contre l'AF Pays d'Oc. C'est un club du district du Tarn. Ça sera donc à l'Escure d'Albigeois. Et pour terminer le week-end, les U17 reçoivent Castelnau-le-Crès sur l'annexe Bristaton dimanche à 15h. Tu suis un peu les jeunes et les féminines, Brice? Alors les jeunes, oui, les féminines, pas trop. Je suis allé voir le match l'année dernière quand il y avait... tu payais ton match et t'avais un match de féminine juste avant. Ah, TFC Nice. Oui, c'est début de saison, c'est ça. C'est à peu près le seul match que j'ai vu. Après, je suis allé voir pas mal de matchs de jeunes, mais c'était pas cette saison-là ni celle d'avant, c'était plutôt les saisons d'avant. Ok. Donc tu t'intéresses quand même un peu aussi à ce qui se passe aux alentours, quoi. Je suis un très grand lecteur de lesviolets.com aussi, donc il y a pas mal d'infos dessus. Yes. D'ailleurs, les Violets qui ont fait une belle interview d'Alex, d'Alex à retrouver sur leur site. Petit erratum, c'est pas notre faute parce que c'est la FFF. On pensait qu'il allait y avoir un doublon le 21 octobre pour les féminines. Il n'y a pas de doublon parce que le coach des féminines nous l'a confirmé. Antoine Gérard, c'est que ça se jouera le samedi 21 octobre face à Nîmes à 18h au terrain Bristaton. Donc ce sera pour le coup, on n'a pas d'excuses, on sera obligé d'aller les voir parce qu'il n'y aura pas de doublon, messieurs. L'autre bonne nouvelle de la semaine, c'est quoi? Le retour d'Antoine Dupont, titulaire. Non, pardon. Sissoko qui a repris l'entraînement donc avec le TFC après sa lourde blessure cet été. Ça fait un moment qu'il était de retour sur le terrain. Maintenant, il a pu reprendre l'entraînement collectif. Donc peut-être qu'on le verra d'ici le début d'automne, on va dire. Faites du vrai automne. Vu comment c'est par exemple, on va pas le voir. Rémi, impatient du retour de Sissoko ou... Forcément, vu quand on voit le marasme qu'il y a sur les ailes du TFC,
avec les absences et les joueurs qui sont portés disparus, on a envie d'en voir un petit Mamadi. Brice? Moi, je suis très impatient parce que je trouve que c'est un joueur qui a une bonne pointe de vitesse et ça va permettre pas mal permettre d'écarter le jeu et pour trouver des passes, notamment au centre, pour de meilleures finitions et tout. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, moi content d'avoir surtout, comme l'a dit Rémi, un vrai ailier de métier. Dans le contexte actuel, il va arriver comme étant une vraie recrue et à voir ce que ça va donner avec Donum à droite, mais il y a moyen d'avoir des automatismes et un peu plus d'ailier de métier, quoi, tout simplement. Dans des univers parallèles, j'aurais bien aimé avoir Sissoko à gauche et Ngoumo à droite. Ça aurait, pour le coup, été assez intéressant, je pense. Sur le papier, en tout cas. Oui, je crois qu'il y a les flics dans le coin, parce qu'au niveau flash de vitesse, ça y va quand même. Ouais. Des vrais ailiers. Sur les ailes. Tu vois, alors, c'est original. On embrasse Fred qui est pas là ce soir. Mais Fred, quand il nous parle d'ailier, parce qu'on a eu ce débat avec Fred, il me dit moi, tu vois, un ailier, c'est Ngoumo. Tu vois, c'est un mec qui va tout droit, il court. Encore l'imitation de Fred. Non, mais ouais, je ferme les yeux, je crois qu'il est là. Mais tu vois, ça me fait rire que tu te dises ça du coup, parce que je pense qu'il aurait été très content d'entendre ça et on l'embrasse, bien sûr, notre ami Fredo. Il est vivant, il nous écoute. Hein. Il vient pour le moment. Non, bien sûr, c'est une blague. Il n'est juste pas là et on le retrouvera très très vite, notre ami Fredo. Les internationaux, messieurs, avant qu'on passe à nos deux débats, dont un qui fait faire des nuits blanches à Rémi. Du coup, c'est Guillaume Resque en équipe de France Espoir qui jouait à 18h30. Aujourd'hui, il était titulaire donc contre la Bosnie-Herzégovine. Je ne sais absolument pas ce qu'ils ont fait, ce que je n'ai pas suivi. Il y avait un partout à la mi-temps. À la mi-temps, il y avait un partout. Écoute, meuble, moi je te dis le score. D'accord. France-Chypre, mardi 17 à 18h30. Là, on sera encore sur la chaîne de l'équipe, on aura les résultats. Christian Cáceres, lui, a fait un beau match nul 1-1 face au Venezuela. Pas face au Venezuela, avec le Venezuela face au Brésil, pardon. Il a joué toute la deuxième mi-temps et il affrontera le Chili de Gabriel Soiseau le mardi 17 octobre à 23h. Gabriel Soiseau. Comment ? Il est impliqué sur le but d'égalisation. Oui, c'est vrai. Super égalisation en bicyclette d'ailleurs, pour le coup. Soiseau, lui, il a gagné 2-0 face au Pérou. Il a joué tout le match et du coup, il retrouvera son ami Christian Cáceres. Franck Magri est rentré en jeu à 67e et a honoré sa première sa première sélection face à la Russie qui a gagné 1-0 face au Cameroun. Ils joueront le Sénégal en amical le lundi 16 octobre à 20h30. Mon cher Vincent, qu'est-ce qui se passe après ? Ouais, alors déjà juste très rapidement un petit point sur le score pour les espoirs. Il y a un partout, il reste quelques minutes à jouer, donc pendant l'émission on vous donnera le résultat final. Moussa Diarra avec le Mali, donc il a un match amical ce soir contre l'Ouganda et il y aura un deuxième match, ça sera mardi prochain. Lui vise vraiment les matchs pendant nos émissions, ça sera contre l'Arabie Saoudite. Mamadi Messi Bangré avec le Burkina, donc il y avait un match cet après-midi, on n'a pas eu le résultat, on va essayer de vous l'attraper. Contre la Guinée équatoriale, Prochain match, ça sera contre la Mauritanie, ça sera le 17 octobre. Logan Costa, lui, pour sa part, a participé à la claque reçue par le Cap-Vert 5-1 contre l'Algérie. Il a joué le dernier quart d'heure. Il jouera ensuite contre les Comores mardi prochain. Yanis Begraoui, avec les U23 du Maroc, a participé, donc il était titulaire lors de la défaite 1-0 contre l'Irak. Et il jouera donc le 16 octobre contre la République dominicaine. Je te voyais lever les yeux, Oxens, si tu voulais. Ouais, j'ai le résultat de Guinée équatoriale, Burkina Faso, 0-0. Merci beaucoup. Et on va terminer avec notre pitchoun en équipe de France, donc Christian Mawissa et Noah Lamadi en équipe de France U19. Il y a eu donc un premier match contre l'Australie, un partout. Il y aura donc ensuite match samedi contre la Belgique, un dernier match mardi contre la Suisse. C'est toujours aussi compliqué malheureusement d'avoir les infos pour les équipes de jeunes de l'équipe de France, surtout en amical. Donc on essaiera de vous faire un point la semaine prochaine. Sachant qu'on a les violets qui font aussi des articles réguliers, et le TFC aussi, qui fait un suivi d'internationaux. Donc on aura toutes les infos mardi prochain normalement. Voilà pour nos news, je pense qu'on a fait le tour, messieurs. On va passer au bilan de ce début de saison. Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, messieurs, bilan de ce début de saison. Nous sommes un tiers, un quart du championnat à peu près. Un quart, ouais, c'est vrai qu'on est moins d'un club. Ouais. Tout petit peu moins d'un quart. Quel est votre bilan ? On va commencer par toi, Oxens. Là, c'est assez vaste quand même pour me lancer. C'est une disserte, hein ? Oui, c'est vrai. C'est pas un commentaire de texte, c'est une disserte. Oui, donc on te donne le thème et tu développes. Mais c'est fini le lycée, malheureusement. C'est sûr ? Oui, désolé. Non, pour rester sur le sportif, je me base sur ce qu'on a préparé en notes. Êtes-vous satisfait de ce début de saison ? Moi, j'aurais tendance à dire oui et non. Oui.
Elliot, à ton avis? Oui. Peut-être. C'est bien. Oui, dans le sens où comptablement on fait légèrement mieux que l'année précédente, donc on peut être que satisfait. Et c'est vrai qu'on a quand même une équipe qui est plus accrocheuse. Et là où je dis non, c'est qu'effectivement, c'est un jeu qui est moins virevoltant, moins plaisant que l'année dernière. Alors bon, en contrepartie, on a de meilleurs résultats comptables, on vient de le dire, mais c'est vrai que je prends moins de plaisir devant la télévision. Par exemple, quand je vois des matchs comme Clermont, comme Brest, je peux pas dire que je me suis éclaté, quoi. Rémi. Alors, si effectivement si on se met dans la logique data, le comolien, ouais, voilà. la logique comolienne. C'est un courant philosophique qui va arriver. On va le lancer en tout cas. Tout à fait. Non, mais en fait, le problème qu'il y a, c'est que je reviens un tout petit peu en arrière. On a viré en fait notre coach parce que ça convenait pas. On n'avait pas pris à 7 points. Enfin, voilà, je vais pas refaire l'historique. Et en fait, moi, la question que je pose, et ça fera peut-être une transition avec le débat suivant. En fait, elle est où la plus-value aujourd'hui? Parce que même comptablement, t'as plus 2. Ok, il y a plus 2. Ok, on a joué par contre Paris, on a joué Lens et on a joué Marseille. Mais néanmoins, moi je veux pas raisonner que data. Vraiment, ça commence à me gonfler, moi à titre perso. C'est-à-dire que le foot, c'est aussi des émotions. On en a vécu beaucoup boosté par la Coupe de France l'année dernière. On est beaucoup boosté cette année par l'Europa League en termes d'émotions. Mais alors après, derrière, sur les matchs de championnat, citez-moi un match où vraiment on a pris du plaisir, et je rejoins Auxence, et il n'y en a pas tant que ça en fait finalement. Marseille. Donc, 20 minutes à Clermont. Donc, ouais, mais un match complet finalement. Est-ce qu'on a un match référence depuis le début de la saison? Je reprends les mots de Vincent. Si tu prends 20 minutes à Clermont, 30 minutes à Marseille et quelques minutes par-ci par-là, tu as un match complet. Donc en termes d'émotion, je trouve qu'on n'y est pas. Je trouve qu'on n'y est pas. Il n'y a pas de plus-value en fait par rapport à l'année dernière. Donc à cette question, parce que moi je vais trancher, la réponse est non. Brice. Alors, moi je suis rassuré de ce que je vois depuis quelques semaines. Mais c'est vrai que, pour en revenir à ce que vous disiez, d'un point de vue du jeu, je trouve qu'on a très largement régressé. Le jeu, on va y venir après, c'est ton débat. Non, restons vraiment sur le bilan. Bien. On peut parler un peu de jeu, bien sûr, mais dans ce que vous dites pour le moment comptablement, tu es satisfait ou pas? Alors moi, je suis pas satisfait comptablement parce que j'estime qu'on a perdu quand même des points qui sont importants à aller chercher pour le maintien. Je pense on est une équipe qui va jouer le maintien cette saison aussi, surtout qu'en plus on a l'Europa League à jouer. Mais je trouve que notamment Clermont et là Brest cette semaine, je trouve que c'est 4 points qui vont compter à la fin de la saison, je pense. Ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on aurait pu potentiellement avoir un plus 4 qui n'aurait pas craché dessus, quoi. Liverpool est deuxième, donc non, c'est pas. Non, plus sérieusement, pour ce début de saison, je suis assez content. Mais je vais rejoindre Brice dans ce qu'il a dit. On aurait pu avoir plus de points, malgré le fait qu'on est quand même meilleur que l'année dernière statistiquement. Et non, mais au moment où on parle, tu vas voir toi après l'émission. Tu m'as fait peur un peu quand même. Non, mais tu vas voir après l'émission, on va parler. Et non, mais pour l'instant, plutôt satisfait, pardon. Allez-y. Non, mais voilà, je peux plus parler maintenant. Non, mais plus sérieusement, satisfait. Voilà, fin de l'histoire. On est 10e. On a 10 points. On a 2 points de l'Europe et 3 points du premier relégable. Ligue 1 qui est éclatée cette année. Moi, je suis comolien là ce soir. Voilà, c'est ça. On est à 2 points de l'Europe. La Ligue 1 est éclatée. Et 3 points du premier non relégable. Toi, Vincent, en termes de bilan, t'en es où dans ta vie, tout ça, ça va? Il y a des jours avec, des jours sans. On prend les réveils les uns après les autres. L'important, c'est les 35 heures. Non, sérieusement, c'est compliqué de trouver une position. Je suis assez d'accord. Dans le jeu, tu peux pas être satisfait, c'est sûr. Enfin, pleinement satisfait, encore une fois. Parce qu'il y a eu beaucoup de matchs inégaux, en fait. Des matchs où on peut comprendre qu'on n'est pas joué, parce que les adversaires, pas fait un jeu séduisant, parce que les adversaires en face étaient d'un autre calibre. Mais il y a d'autres matchs contre des plus petits, ou ce qu'on peut appeler plus vulgairement notre championnat, où on aurait dû faire de meilleures performances. Donc au final, évidemment, le bilan comptable est bon, comptablement. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, effectivement. Mais bon, c'est facile de refaire les histoires. Mais il y a quand même... c'est compliqué de dire une déception, mais ça aurait pu être mieux, quoi. Donc je vais dire vraiment mitigé. Mais c'est quand même de bon augure, parce que si on avait repris après cette trêve-là avec 4 points de moins,
ça aurait été un peu panique. L'Europe, tu l'aurais pas joué aussi sereinement aussi peut-être, ou 100% de confiance. Là, on a quand même les voyants qui sont ouverts pour la suite de la saison par rapport à d'autres clubs qui sont vraiment en retard par rapport à nous. Moi, le point que je voudrais souligner qui m'inquiète un peu, c'est qu'on n'arrive jamais à tuer les matchs. Et ça, je trouve que c'est un gros problème qu'on n'avait pas forcément l'année dernière, bon, surtout en fin de saison, enfin milieu de saison, à partir d'après la trêve de la Coupe du Monde. C'est vrai qu'en début de saison l'année dernière, on avait aussi ce souci-là un peu, mais cette année, je trouve que c'est beaucoup plus criant. Surtout qu'on n'arrive pas à trouver nos attaquants, ou nos attaquants, quand on les trouve, il y a toujours ce truc qui pêche, quoi. Et au-delà de ça, j'ai pas l'impression aussi que les entrants apportent quelque chose, le plus souvent. Oh, t'es dur. Je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord non plus. Ça dépend vraiment des matchs. Il y a Magri, des matchs où il y a des matchs où je trouve que le banc fait la différence. C'est un entrant. Il y a des matchs où je trouve que le banc a fait la différence. Là, j'ai pas cité comme ça, mais par contre, il y a d'autres. Je suis d'accord, des matchs où les remplaçants n'ont pas apporté. Après, mais ça se décante parce que t'as Schmidt qui marque. Après, bon. Oui, mais les trois entrants, Bangré, Begraoui, Magri, sont impliqués sur le troisième but. Oui, justement, j'irai plus loin sur l'analyse que tu veux dire. C'est les remplaçants qui sont censés être remplaçants au début, style les Bangré, les Magri, les Begraoui, quoi. T'en es pas forcément un titulaire au début. Quand cela rentre en jeu, il y a une plus-value. Par contre, les titulaires comme les Dalinga ou d'autres, quand eux sont remplaçants et rentrent en jeu, eux n'apportent pas vraiment. Hormis Magri. Voilà, parce que Magri est remplaçant. Mais Magri, justement, je pense qu'il a gagné sa place. Mais ça, on y reviendra si tu veux. Après, l'année dernière, Montagnier n'était pas très friand de faire du. J'ai l'impression que. Non. J'ai pas la stat, mais je pense que Novell fait plus de coaching que Montagnier la saison dernière. Donc, en tout cas, la promesse d'avoir des super subs je trouve que c'est mieux. Après, les joueurs, ils font pas la différence. Mais Montagnier, l'année dernière, il faisait 2 changements et demi par match. On a une info ? Ouais, je tenais une info, on avait Elodie, on avait Squeak09 qui nous tenait au courant du match. Les Espoirs sont imposés 2-1. On a Kalimundo qui a marqué dans le temps additionnel, et il y a même eu le jeune Doué qui était expulsé à toute fin du temps additionnel, on était jusqu'à la 99e. Eh bien, bravo nos espoirs français, et du coup à Guillaume Rest par la même occasion. On est assez mitigé quand même. Quand on s'écoute, on n'est pas totalement satisfait, pas totalement déçu non plus. On sait que comptablement, on est quand même à plus 2 par rapport à l'année dernière. On a affronté d'autres adversaires aussi sur qui on n'a pas forcément pris de points l'année dernière. Là, on en a pris un petit peu. Bon, j'ai pas l'impression quand même qu'on est pleinement satisfait, oui. Bah, c'est surtout que si, à partir d'aujourd'hui, on est quel jour aujourd'hui ? On est le 13 octobre. Hein, oui. Octobre. Tu reviens 365 jours en arrière, je suis pas sûr qu'on soit au même niveau d'excitation et de satisfaction. C'est normal aussi. Et c'est normal. Oui. Après, le statut est différent. L'an dernier, il y a 365 jours, on montait de Ligue 1, donc on se contentait, je dirais, de prendre les points, etc., etc. Là, je reviens à ce que je disais au début, c'est que moi, malgré tout, j'attends une plus-value, en fait. C'est-à-dire que on a c'est quoi ta plus-value que t'attends ? Dans le jeu ? Dans les comptables moi, je veux comptablement dans le top 10. Est-ce qu'on est capable de terminer dans le top 10 en fait avec cette équipe-là ? L'avenir nous le dira. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de se dire mais c'est comme l'année dernière. Oui, mais l'année dernière, à la même époque, on était juste un promu en fait. Donc là, maintenant, on a un statut un petit peu différent. Et je pense que Comini, il attend ça aussi. De la part de son équipe, plus de maturité. Moi je trouve qu'on a changé de championnat parce que l'an dernier on va dire qu'il y avait 3 Ligas, ça on en a déjà parlé. Désolé. C'était que pour moi on était le premier ou un des premiers du 3e tiers, alors que là on est plutôt bas de tableau du 2e tiers. Et quel est ton championnat cette année du coup ? Parce que c'était la question que je voulais vous poser. C'est quoi ce 2e championnat ? Citez-moi des équipes qui pour vous sont à notre niveau là, parce que Metz typiquement, est-ce que c'était une équipe de notre championnat ? Non. Donc les promus on les exclut ? Ça dépend, t'as un premier comme à l'anglaise qui arrive avec des gros projets, ok, mais là c'est des promus, les promus de cette année juste pour se maintenir à la gueule. Le Havre, Metz et c'est tout. C'est tout. On les exclut. Après, clairement, est-ce que c'est notre championnat ? Non. Pour moi, là, vu comment ils partent, non. Voilà, pour moi, non. Même Lyon, pour moi, n'est pas dans le championnat. Pour la culture de l'instant ou au début du championnat ? Lyon a vraiment des soucis à se faire. Voilà. Oui, donc ça oui, mais on est dans la culture de l'instant où on se base sur le début du championnat la première journée. Lyon, la première journée, ils sont pas dans le championnat. Non. Là, maintenant, oui, mais... Moi, je pense qu'on se rapproche maintenant d'une typologie d'équipe qui peut être pas très loin quand même de Reims, des clubs comme ça. Oui. Malgré tout, il faut qu'on aille chercher ça, en fait. Donc, on doit tendre là-dessus. Prochain match qui est Reims, c'est notre championnat. Et c'est là où on va se tester. Voilà. Celui-là, pour moi, si on le gagne, on passe sur une autre type de saison. C'est un vrai test. Je suis d'accord avec ça.
Franchement, Reims, en plus, d'un point de vue courbe de progression, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez similaire à nous. Et si on n'arrive pas à passer ce step-là, je pense que ça va être un peu plus compliqué pour la deuxième partie de saison, enfin, la post-trêve, quoi. On a des réactions, Vincent ? Ouais, on a 2 réactions sur ce débat-là. Ça part celle de Squeak09 qui est mitigé. Ce début de saison se joue sur des détails. On pourrait être autant top 8 que barragiste. Sacha, que l'on connaît un peu maintenant. On embrasse. Regardons autour de nous aussi, on a des difficultés comme tous nos concurrents. Et nous, on se retrouve 10e et c'est notre place. Certes, on pourrait avoir plus 4 points en tenant les scores, mais on pourrait aussi en avoir beaucoup moins si Hakimi regardait là où il mit les pieds et que le dieu des poteaux n'était pas avec Guillaume Rest. Ah, ça c'est vrai. La chatte à Mimi. Ah, ouais. Non, Guigui. Ah, Guigui, pardon, oui, Guigui, excuse-moi. Oui, intéressant. En termes de petites stats, notre meilleur buteur, c'est encore Abouklal, qui est blessé. Égalité avec Magri. J'espère que ça ne durera pas, parce que c'est très mauvais signe. Égalité avec Magri, qui a 3 buts. Mais par contre, moi, c'est celle-là qui me fait beaucoup rire. C'est notre meilleur passeur, mais ils sont tous à égalité. Puisqu'on a Bangré, Caceres, Shaibi, parti, Daningra, Dessler, Diarra, Donum, Gelabert et Soiseau, qui sont tous une passe d'ess. Est-ce que si ça fait pas un peu la richesse, on va dire, de notre 11 ? Je trouve, ouais. Je trouve que c'est une bonne stat pour indiquer que quand même, il y a un jeu collectif qui se met en place. Et c'est aussi, depuis 2-3 matchs, je pense qu'il y a du mieux, même si les stats là que tu indiques, c'est pas forcément sur les 2-3 derniers matchs, mais quand même, on peut dire qu'on a une équipe qui joue ensemble, malgré le fait que je trouve que dans le jeu, une fois de plus, on a du mal à trouver des espaces que l'année dernière on trouvait beaucoup plus facilement, notamment. Après, oui, c'est une richesse, mais ça prouve aussi qu'à l'heure actuelle, il nous manque un catalyseur qui sait être décisif et qui sait planter au bon moment. Pour toi, il manque un 9 ? Non, pas un 9, pas forcément un 9, mais un passeur qui s'affirme comme le numéro 1, le candidat au titre de meilleur passeur de la saison pour le TEF. Et c'est bien aussi de ne pas se jauger sur qu'une personne aussi, que tout le monde puisse délivrer des passes d'ess. Parce que tu as tous les postes, tu as du défenseur, de l'attaquant, du milieu. Là, on est qu'à une seule passe d'ess pour tout le monde, donc ça, à la limite, c'est pas exceptionnel. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que. Il y a beaucoup de monde. Oui, certes, mais. On est l'équipe la plus représentée, je pense. Oui, voilà. Mais après, il manque ce mec, un peu, je suis désolé, mais à la Van Den Boomen, qui est voilà, ça, j'en étais sûr qu'on allait la sortir, mais il manque une menace créatrice pour le moment. Que peuvent être Gelabert ou Schmitt, par exemple. Ouais. Moi, sur la fin de saison, je préfère qu'au bilan, on ait 10 gars qui soient au-dessus de 5 passes D et 5 buts, qu'avoir un gars qui a 20 buts ou 20 passes D. Tu vois. Ça prouve aussi que tu as beaucoup de joueurs qui ont réussi à prendre ce rôle-là, qu'on a pu aussi varier le jeu. Parce que là, le truc, c'est que cette année, on a vu qu'on a un coach qui va s'adapter beaucoup au système adverse. Donc, c'est bien d'avoir beaucoup de joueurs qui sont décisifs parce que ces joueurs vont être amenés à tourner, que ce soit titulaire remplaçant et que ce soit aussi sur leur remplacement sur le jeu. Sur le terrain, pardon. Donc avoir des joueurs polyvalents qui savent faire le bon geste ou qui savent conclure des actions, je trouve ça c'est assez important. Bon, là, c'est sûr, c'est pas impressionnant, c'est quand même pour chacun, mais ça montre quand même qu'on y arrive. Après, c'est aussi le souci qu'on disait, c'est que les transitions, tout ça, ça se passe bien, mais quand on arrive au milieu, ça bute et on n'arrive pas à faire la dernière passe, à faire être décisif, quoi, tout simplement. On va avoir un calendrier qui va arriver, qui va nous amener à du Reims à domicile, qui va nous amener à Montpellier à l'extérieur, du Havre à domicile. Entre-temps, on aura une double confrontation face à Liverpool. 6 points minimum. Qu'est-ce que vous attendez là ? Parce que là, on est là sur un petit point, on a 3 points, on a dit 2 points de l'Europe et 3 du relégable, ou l'inverse, je ne sais plus exactement. Je me suis perdu en mes notes. 2 points de l'Europe, 3 du premier relégable. Après ce scénario-là, vous nous imaginez où ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il fallait prendre des points à tout prix face à Reims à domicile, il fallait en chercher à Montpellier. La Coupe d'Europe, on la joue à fond, quitte à délaisser le championnat. Je vous écoute. Je commence ? Mais si je te regarde, c'est que oui. Quand je vois la liste des matchs de Ligue 1, alors forcément, avec tout le respect que j'ai pour eux, je pense qu'il y a possibilité de viser sans faute. Ou en tout cas, aucune défaite. Ça, je pense que c'est plus réalisable. Sans faute. Entre les deux traits. Reims, Montpellier, Havre, je parle, le Havre. Ouais. Je pense qu'il y a moyen d'être invaincu sur cette série de 3. C'est toi qui parlais de championnat, Rémi. Dans ce cas-là, ça voudrait qu'on ait basculé dans le bon championnat. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, en fait, on se rend pas compte, mais le réveillage de la saison, il est là. Il est là parce qu'en fait, on va basculer dans quelque chose de plus serein pour la deuxième partie de saison
et là on pourra vraiment dire qu'on a évolué, etc., etc. Soit en fait on va partir dans quelque chose où on va avoir l'Europa League en plus qui va se confronter, et faut pas rêver, je pense que contre Liverpool on va prendre 2 coups sur la tête, petit j'espère, le plus petit possible, mais en fait cette période novembre-décembre elle va être déterminante pour savoir justement, comme tu disais, dans quel type de championnat on peut se positionner. Si on fait comme dit Auxence, moi je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est la gestion des matchs du dimanche. En fait, c'est que qu'est-ce qu'on fait de Liverpool en fait. C'est ça. Est-ce qu'on se dit foutu pour foutu, tant pis, on va essayer de jouer les 2 derniers matchs, prendre des points et on fait jouer les titulaires. Moi, hier j'étais à France Bleu, on en a parlé. Et c'est ce que je leur ai dit. Moi, je leur ai dit, c'est du bonus. Oui. Liverpool, en fait, c'est du bonus. Et pour moi, le plus intéressant dans cette double confrontation, c'est même pas nous, c'est l'autre match. Parce que si l'Union, il pète 2 fois le LASK, t'es sûr d'être européen, mais quoi qu'il arrive, que tu peux même prendre 2 branlées face à Liverpool, t'es sûr d'être européen en printemps, en 3e ou 2e ou première non, 2e ou 3e place. Donc en fait, toi, vas-y, fais-toi plaisir. Sur un malentendu, tu peux peut-être faire un résultat. Ça reste du foot, on ne sait jamais. Peut-être un match nul. Moi, j'y crois pas, mais pourquoi pas. Sur le match retour au stadium, pourquoi pas. Liverpool sera déjà qualifié. Peut-être qu'il va falloir un peu tourner, l'engouement, le machin. Bon, allez. Je vois Elliot qui dit non, il a raison, mais moi, j'y crois pas. Mais si l'Union pète 2 fois le LASK, ou s'il y a 2 matchs nuls, c'est bon. C'est intéressant. C'est intéressant, mais s'il les bat 2 fois, alors là, c'est vraiment. T'es certain d'être européen. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en plus de ça, face à Liverpool, c'est un peu cliché, mais c'est le genre de match où on doit y aller sans aucun complexe. On n'a rien à perdre, on a surtout à gagner. Pardon ? Surtout à la maison. Voilà, donc bon, c'est du bonus, comme tu l'as dit. Il faut juste qu'on profite de ce genre d'ambiance. On voulait une affiche face à un Cador, on l'a. Maintenant, profitons-en. Tu voulais une affiche. Et aussi parce que j'en ai pas vécu. Ouais, parce que moi, j'en voulais pas personnellement, mais voilà. Mettons pas tout le monde dans le même panier, s'il vous plaît. Mais ouais. Moi, je sais que quand je vais être au stadium, je vais juste profiter de voir Liverpool en face du TFC. Moi, j'ai du mal avec ça, mais oui, je comprends tout à fait. Et là, je vais t'agresser gratuitement, et c'est vraiment pas le but, c'est vraiment pas le fond de ma pensée. Mais... Non, c'est pas vraiment le fond de ma pensée. Mais pour moi, c'est la Coupe d'Europe, avec soit Liverpool, LASK ou le Slovaque Bratislava ou les Férogiens. Non, Klaxvik. Férogiens. Les Ferrailles, là. Ouais. Enfin, les mecs de l'île Féroé, c'est la Coupe d'Europe, tu vois. Enfin, mais bon, après ça, c'est un autre débat. Le Redman, là-bas, là. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Toi, Liverpool-Toulouse, ça sera un match un peu particulier quand même pour toi déjà. Ouais, parce que pour une fois, j'ai supporté le TEF. Non, je déconne. Non, mais je pense que sur les 2 matchs contre Liverpool, ça va être assez compliqué de déjà ramener une victoire. D'abord un match nul et encore plus une victoire. C'est pas parce que je suis fan de Liverpool que je dis ça, c'est vraiment face à... Non, mais on est tous d'accord, je pense. Merci, merci Vincent. Ouais. Et après, concernant le championnat, je rejoins un peu Auxence. Sur Le Havre, je pense que ça sera, on peut accrocher une victoire. Sur le Montpellier, il faut juste espérer qu'il y ait un supporter abruti qui rejette un autre pétard. C'était sûr. Et après, contre Reims, ça va être compliqué, mais on peut prendre 7 points, je pense, sur les 3 matchs. Je suis d'accord. Combien tu vises, toi, Brice? Moi, je pense que si on arrive à en prendre... Parce qu'en fait, le truc, c'est que Montpellier, ça me fait très peur. Montpellier, c'est un peu comme nous. C'est un peu nos copains. On gagne, ils gagnent. On fait match nul, ils font match nul. Ils lancent des pétards, on le fait pas parce qu'on n'est pas con. Mais si comptablement on arrive à prendre 4 points, je pense qu'on n'aura pas perdu notre semaine. Sur les 3 Oui, c'est Reims, Le Havre, Montpellier, tu veux prendre 4 points. 4 points sur les 3 là, moi je flippe. Ouais. Parce que moi je pense que Le Havre, on peut prendre les 3 points quand même. C'est un premier. À la maison en plus. À la maison en plus. Montpellier, ça me fait peur, je pense. J'y crois pas trop. 5 points minimum pour moi, il faut. Ouais. Oui, tu fais 2 nuls et une victoire, ça passe. T'es invaincu. Moi, ça me rappelle un peu la situation qu'on avait à la reprise de la Coupe du Monde après le match de Marseille. On avait un calendrier qui était censé être justement notre championnat où on était un petit peu en flippette, que si on perd tout, c'est clairement objectif maintien derrière les fagots, et si on gagne tout, on est tranquille pour un petit moment. Là, c'est un peu cette situation-là, on va reprendre. Si on bat Reims, pour moi, là, c'est lancé. C'est lancé, parce que la Coupe d'Europe, là, on a... Mais tant mieux, Reims, c'est le premier d'ailleurs. Oui, c'est pour ça. En l'ordre, c'est bien que ce soit... Exactement, c'est bien que ce soit dans cet ordre-là, puis c'est bien aussi qu'on ait ces points d'avance qu'on a pu prendre, parce qu'on va aussi les avoir sereinement. Je rejoins Chocolat 31 000 qui dit sur Twitch qu'il faut rester invaincu à la maison. Ouais. Mais même j'irai au-delà, franchement, les 7 points.
Pour moi, 7 points et avec l'option 9, parce que pour moi, le point qu'on perdrait potentiellement, c'est Montpellier. L'option 9, il est pas si débile que ça, j'ai envie de dire, non plus. Montpellier, c'est compliqué. Ouais, mais et gagner 1-0 là-bas, c'est pas non plus volé, tu vois. La situation par rapport au contexte. Montpellier risque d'être à huis clos. Ouais, ça aussi, ça se calme. C'est juste avant qu'il y a la décision. Ouais. C'est le 4 jours avant 3 jours avant. Ouais, c'est juste avant. 4, ouais. Donc 4 jours avant, je porte. C'est bien pour organiser. C'est pas la même. Pour organiser les déplacements, c'est sympa. Messieurs, on va enchaîner. Je pense qu'on a fait le point. On va continuer un peu ce débat sur ton débat à toi, Brice. On va du coup passer au moment 1, 2, 3 à l'interview supporter. Waouh! Elmander dans la surface 2-0, le doublé du Suédois. Moi j'ai kiffé à chaque fois que j'écoute ce jingle. Ouais, à l'époque quand on jouait Liverpool en Ligue des Champions. Ouais. On a pris 4 là-bas. Je me rappelle pas de ce match. Ouais. J'étais pas là. Moi j'étais en vacances, mon gars, je l'avais dans un bar tout seul, je peux dire que c'était pas ouf. Non, j'étais pas bourré, j'étais trop jeune. Non, j'étais trop jeune, mais j'ai fait chier ma soeur, ma cousine pour aller voir le match, mon gars, je peux dire, je m'en souviens quand on a pris 4, on m'a dit ça serait bien quelque chose, je vais faire foutre. Bref. Brice, c'est pas grave, c'est pas le sujet, c'est pas ma vie, c'est ton débat, c'est ton interview. Avant qu'on fasse son interview, t'as un débat pour nous, t'as une question, on t'écoute. Alors, est-ce que l'effectif du TFC est-il adéquat à ce que le coach veut mettre en place ? Alors moi je posais cette question surtout parce qu'en gros il y a eu une bonne revue d'effectifs cette saison quand même, mais on sent quand même que dans la globalité les joueurs jouent bien ou pas bien, ça c'est un autre débat, mais en tout cas tactiquement on est solide défensivement et on arrive à quand même mettre certaines choses en place, mais il y a souvent des erreurs tactiques, techniques qui nous coûtent des points. Et est-ce que je pense que certains joueurs ne sont pas faits pour entrer dans le collectif voulu par Carles Martinez Novel. Dis-nous des noms. Alors, vas-y, balance. À l'intro, ouais. Pour toi, qui c'est qui rentre pas dans le dispositif ? Pour moi, qui c'est qui ne rentre pas dans le... Bon, après là c'est différent parce qu'il joue pas à son poste, mais je trouve que Gélabert dans l'axe c'est beaucoup mieux. Mais par exemple, jouer à 2 points de basse, je trouve que c'est un problème pour notamment Vincent Siro qui pour moi devrait jouer plus haut parce qu'il apporte autre chose. Alors c'est vrai que défensivement il est plutôt bon quand on n'a pas le ballon. Enfin, il me dérange pas ce joueur, mais c'est juste que notamment avec le ballon il part de trop bas. On le voit souvent à la même position que Spearings, à la récupération du ballon et tout. Et je pense pas que ce soit forcément ses qualités. Après il y a des joueurs comme Soiseau quand il joue pas sur son poste aussi, mais bon c'est vrai, évidemment un de nos meilleurs joueurs actuellement. Mais le truc c'est que je parle pas forcément d'un joueur ou quoi, mais globalement dans l'équipe on a des soucis pour mettre certaines choses en place. Alors que l'année dernière on jouait un peu différemment et tout, mais il y a notamment des circuits de passe qu'on a beaucoup de mal à trouver cette année, qui l'année dernière étaient trouvés vraiment beaucoup plus facilement par des joueurs notamment comme Branco évidemment. Mais au milieu, je trouve que c'est pas cata, mais il y a eu un downgrade en vrai. Enfin, on a diminué. On va enregistrer tout ce qu'il a dit, on va te répondre. Parce qu'il y a de tout. Ouais, il y a de tout, c'est intéressant. Rémi, toi, tu avais une petite intro à nous faire parce que c'est sûr, c'est Charles Capel. Alors là, les gars, j'en suis sûr et certain. Vas-y, Rémi. En fait, ce débat, il va pointer du doigt, pour moi, la personne qui est le point noir du TFC depuis le début de la saison. C'est l'entraîneur. J'étais sûr. Waouh. Ok. Je suis d'accord. C'est l'entraîneur. Honnêtement, je suis d'accord. Alors, il a peut-être des intentions et des volontés tout à fait louables. On va y aller, nous. Ouais. Bonsoir. Non, vas-y. Non, mais en fait, faut développer. C'est un débat. Faut qu'on développe. En fait, on repart du début. Le match contre la Roma, pour ceux qui étaient là, tout le monde était content. On a gagné 2-1. C'était une purge ce match. Déjà, à ce moment-là. Et en fait, je me souviens qu'on avait dit, avec des personnes que je connais, bon bref, on va raconter ma vie. Tu peux, je l'ai fait moi tout à l'heure. En fait, on avait dit, punaise, ça joue pas du tout de la même façon. Il n'y a pas de verticalité, il n'y a pas de profondeur. C'est un travail. C'est un travail de. On peut pas reprocher à nos joueurs de pas être volontaires. Ça, il y a pas de débat là-dessus. Mais par contre, on arrive à la 8e journée de championnat. Et je le dis toutes les semaines, si quelqu'un est capable de me dire quel est le 11 type, la façon dont on joue, parce que je ne suis pas d'accord avec vous,
2 points de basse. Non, mais on n'a pas vu le même match. Contre Caceres, c'était 6. Caceres, c'était un vrai 6 le dernier match à Brest la maison. Non, à la maison. Contre Metz. Contre Metz. Je suis pas d'accord. Caceres, c'était un vrai 6. Oui. C'est-à-dire que c'est terminé les 2 points de basse. On s'est retrouvé avec des joueurs qui étaient plus hauts en fait autour de Caceres. Mais au-delà de ça, en fait. Alors, Pirin, c'était en relayeur, plus haut dans un schéma à 3. Point noir, effectivement, avec les blessures, sur le fait qu'on a des ailiers qui ne sont pas des ailiers ou autre chose. En fait, il a tenté des choses en début de saison. Il est allé me foutre Suazo. Presque, il était neuf, quoi. Enfin, à un moment donné, il s'est cherché. Et là où je lui en veux, je vais terminer là-dessus pour pas prendre pendant 10 minutes. Il est là depuis 6 mois. Donc, s'il n'a pas été capable de faire une analyse, même en étant adjoint, de l'effectif qu'il a choisi, et vous me parlez de Sierro, mais qui l'a mis capitaine et qui l'a mis numéro 6 ? À un moment donné, il va falloir que cet entraîneur assume en fait ses actes. Moi, ça me dérange pas que Sierro soit capitaine, ou ça me dérange. Et pour moi, c'est le gros point noir, c'est-à-dire que pour le moment, et je sais plus si quelqu'un l'avait marqué ou autre chose, c'est un flou artistique, et on arrive à s'en sortir que grâce à la volonté des joueurs, la qualité de certains joueurs, qui est indéniable. Magri est un très bon joueur, peut-être pas très bien utilisé pour le moment encore, par défaut, parce qu'il y a des blessés, etc., etc. Mais moi, je suis désolé, au milieu de terrain, là, je suis incapable de dire qui est les catalyseurs du jeu. Tu l'as dit tout à l'heure en introduction. On a Charles qui nous a vraiment appelé, qui est en train d'attendre. On va le laisser attendre 30 secondes, temps de terminer un petit peu. On va le prendre après avec nous. Auxence, si vous voulez réagir, après Brice aussi. Moi, je rejoins ce que tu dis, Rémi. Et pour moi, il y a un joueur dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est pour moi vraiment le symbole de tous ces choix un peu hasardeux. C'est Warren Kamanzi. C'est Warren Kamanzi parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Je crois que l'une des rares fois où il joue, c'est quand il est titularisé à Lens en tant qu'ailier droit. Milieu droit. Ouais, très haut quand même. Milieu droit. Enfin, en tout cas, pas à son poste de prédilection. Il fait une première mi-temps qui est quand même très mauvaise. Et depuis, on ne l'a plus revu. Parce qu'il ne joue pas à son poste et que. Parce qu'il ne joue pas à son poste. Oui, tu l'as pas revu. On l'attendait face à Brest. Et comme on l'a dit au Danube, enfin, comme l'a très bien dit Mehdi au Danube, si tu l'as risqué c'est peut-être parce que Brest centre beaucoup, a des très bons joueurs de tête et que tu lui mets peut-être plus de densité physique. Après, certes, c'est un bon argument. Moi, je te rejoins aussi. Je comprends pas pourquoi je joue pas. Mais surtout qu'on sait voilà, que je pense qu'on faut sait pas l'enterrer non plus, Kamenzi. Oui, voilà. Il rentre beaucoup en jeu quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait que c'est quand même. C'est violent là quand même. Pourquoi ? Tu enterres des gens et tout. C'est du foot quand même. On embrasse Fred. Non mais ce que je veux dire, c'est que Warren Kamanzi, on sait quand même que depuis le temps qu'il est là, c'est un backup fiable. Donc je trouve dommage de s'en passer. Peut-être qu'il va moins bien. Et ce que je trouve dommage, c'est que j'ai l'impression que sur les rares matchs où il a été sorti, on l'a un peu grillé. Ouais. Il manque un Zanden quand même dans l'effectif. Vas-y, putain, enchaîne. Les commentaires rapidement, on va laisser parler Charles. Chocolatine 30 000 qui nous dit: je pense qu'il y a des joueurs qui ont mis un certain temps à s'adapter au niveau physique avec du retard dans la préparation. Il cite Schmitt ou Gelabert, ou à s'adapter à l'intensité. Là, il cite Caceres. Pour Squeak 09, il n'y a pas de 11 types ni de dispositifs depuis le début de la saison. Je suis pas d'accord. On adapte à chaque équipe, à chaque équipe, plus les blessures de Sissoko et d'Abouklal. On va prendre Charles. Avant qu'on prenne Charles, je vais te répondre un petit peu, Rémi. Je me suis trompé d'ailleurs. Le 6 point de base, c'est en Coupe d'Europe. Je me suis trompé. Pardon. C'est pas du tout. Mieux déjà. En Coupe d'Europe, il était vraiment 6 points de base. Je vais pas te mentir, Coupe d'Europe, j'ai pas vu le match, donc je l'ai pas assez bien vu pour. Là, c'était très criant en fait. Non, mais je l'ai pas assez bien vu pour pouvoir le juger. Mais moi, je trouve qu'on est dur avec Carles là parce qu'il faut qu'on lui laisse du temps aussi. Il y a un schéma qui quand même qui se met en place, c'est ce fameux 4-2-3-1 qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Personnellement, moi, j'aime pas du tout, mais bon, ça c'est voilà. Qui est là. Il y a un truc qui est très hybride. Il demande beaucoup de choses et je vais reprendre les mots de notre ami Fredo qui dit que Carles est un intellectuel du foot et qui doit leur casser les couilles tous les jours à l'entraînement avec ses 10 000 consignes et que les mecs au bout d'un moment ils en peuvent plus et qu'ils comprennent pas tout. Et moi je pense que si tu prends ce discours-là, ce que tu viens de dire là, ce que vient de dire un peu Auxence, ce que vient de dire Brice, tu fais le mélange, on a un peu ce flou qu'on ne comprend pas. Voilà, ça, je mets juste des faits. Personnellement, je pense qu'il faut lui laisser du temps et voir ce que ça va donner. Parce que je pense qu'il est trop intellectuel aussi, et qu'il demande beaucoup de choses. Pas du tout. Pas du tout. Mais malheureusement, il faut faire avec. Moi, pas du tout. Non, mais depuis la retraite de Beckenbauer, toi, le foot est fini, non, de toute façon.
Oui, après on prend Charles. Et je le pauvre, il attend. Un petit mot sur ce. Charles Leclerc dans les stop plays. Voilà. Bref. Sur ce flou artistique, un petit peu, je me disais, est-ce que ça serait pas aussi une manière de déstabiliser un petit peu l'adversaire? Peut-être, ça peut être utilisé comme ça aussi. Je sais pas ce que tu dois faire. On a déstabilisé qui depuis une journée? Oh, Marseille. Metz. Quand tu sors le 4-4-2, quand tu sors le 4-4-2, non mais quand tu sors le 4-4-2 à Marseille, tu les déstabilises total. Marseille, ils n'ont pas eu besoin de nous là sur ce coup-là pour un. Certes, mais bon, on va recevoir notre ami Charles. Comment il va, Charles? Salut les gars. Bon, qui c'est qui me doit de l'argent parce que c'était une code négative pour que j'appelle. C'est moi, mais j'ai pas parié. J'ai dit il faut parier, mais j'ai pas dit que j'avais parié. on réécoutera le replay quand même pour être sûr, mais. Ça va et toi? Bon, vous allez bien? Oui, tranquille. Bon, t'as écouté un petit peu tout le monde. Brice a une super question parce que ça fait beaucoup débattre. C'est une question qui était très intéressante et très pertinente. Et je suis très content qu'il y ait d'autres invités et que ça pousse encore plus à avoir d'autres invités de supporters qui veulent parler et débattre, et surtout quand ils ont des bonnes idées comme ça. Donc oui, c'est vrai, pour essayer de reprendre un peu les deux débats. Le premier, c'est moi aujourd'hui, j'ai un président data qui a de l'ambition. Avant, j'avais pas de président. Enfin, j'avais un président qui avait beaucoup moins d'ambition. Là, maintenant, il veut qu'on soit data. Réfléchissons data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 2 points de plus que l'année dernière. J'ai joué plus de joueurs d'équipes sérieuses. Donc, du coup, je dois être satisfait. Maintenant, dans le jeu, je suis d'accord, c'est pas joli. Et c'est pas joli pour 2 raisons. La première, c'est que on a changé un peu l'effectif, donc l'effectif doit vraiment se remettre. Et le deuxième, c'est qu'on a un coach qui veut montrer qu'il a des idées et pas utiliser les joueurs qu'il a à bon escient en ayant eu 6 mois, 7 mois d'adaptation, comme ça a été très bien dit en amont. Donc aujourd'hui, un coach qui manque de discernement, sur son effectif, sur la qualité. Je reviens sur une chose, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais écoutez ce qu'a dit Bielsa cette semaine, où il parle des coachs qui deviennent des pros Guardiola. Et aujourd'hui, c'est triste. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent tellement dire que le beau jeu, c'est ça, on le doit faire comme ça. Et bien, le problème, c'est que tu n'as pas forcément la technicité pour le réaliser. Aujourd'hui, je regardais un petit match Croatie U21 là, qui jouait contre la Grèce. Croatie, à vouloir vraiment tout redescendre en bas, quand tu sais pas le faire, c'est chiant à voir. C'est long, ça met 10 ans à remonter le terrain et c'est fatigant. Et c'est ce qui se passe. Et c'est surtout qu'en plus de ça, nous, on n'arrive pas à remonter ce terrain. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous avez raison. Ils posent trop de choses à ces joueurs. Quand tu es arrière gauche, puis milieu, puis défense milieu, t'es trop de trucs dans le même match. À un moment donné, tu craques parce qu'en fait, tu sais même plus ce qu'il veut. Et il s'agite en plus quand je sais même pas. Moi, un coach qui s'agite au bout d'un moment, c'est quand j'étais joueur, je sais qu'au bout d'un moment, c'est quelque chose qui m'agace quoi. Et il s'est calmé encore. Qu'il s'agite quand je faisais un mauvais match, d'accord. Mais qu'il s'agite pour tout et n'importe quoi. On ne sait même plus si tactiquement on doit faire une passe, conserver le ballon, mettre en arrière, avancer, passer une ligne. Oh là là, c'est. Mais Charles, pour essayer de reprendre la question initiale, parce qu'on a tous débattu, on a donné plein d'arguments, est-ce que pour toi l'effectif est compatible avec la mise en place tactique du coach? Et je vais te poser une deuxième question et après je retournerai vers Brice. Et quelle est la tactique du coach? Bonne chance. C'est symptomatique ça. Moi, je pense qu'il peut faire mieux en refaisant un petit peu ce qui avait très bien marché l'année dernière. Je comprends pas qu'en fait, quand on fait une entreprise, là Toulouse est géré comme une entreprise, le club est géré comme une entreprise. Tu dois regarder ce que tactiquement tu as réussi l'année dernière à mettre en place et le remettre. T'as pas le même profil. Déjà. Et ce qui est pas fait, et ça c'est dommage. Alors si c'est pas fait, tu dois avec tes idées en tant que coach réaliser plus de choses différentes et plus de choses que tu réussis ou dont tu es sûr. Et là, tu es sûr de rien. Donc, repars sur un bon 4-3-3, pointe basse, et je suis d'accord, il ne faut pas de relayeur. Un Gélabert, en fait, il faudrait, comme je vous l'ai expliqué, c'est un 4-3-3 qui devient un 4-4-2 losange avec Gélabert qui rentre dans cette pointe haute. Et pour attention, parce que ce que tu es en train de décrire, c'est typiquement ce qu'on a eu face à Metz. Mais attends, juste avant, parce que tu as Rémi qui voulait réagir. Charles, si je peux me permettre de te tutoyer. Il a notre âge. Ouais. En fait, tu dis, il faut refaire comme l'année dernière, mais ton président data, il veut pas ça. Sinon, il aurait gardé Montagnier. Et toc.
Et là, tu m'as eu là. Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes tous en train de dire oui, mais il faut refaire comme l'année dernière. Mais non, Comolli, s'il a dégagé Montagnier pour mettre Nouvelle, c'est pour avoir autre chose. Mais le problème, c'est que c'est autre chose. En tout cas, nous, dans notre position, du moins, on n'arrive pas à le comprendre. Non, on va plutôt dire ça. Pour l'instant, le principe, le truc est là. Je vous le réexplique, les gars. Et je l'ai dit l'année. Rapide, Charles. Je suis passé. Montpellier, champion de France, l'année de 17 matchs à 1-0. Point. On se faisait chier. On s'est toujours fait chier, par exemple, pour Montpellier. Mais on est champion. Quand l'année où ils sont champions avec 17 matchs à 1-0. Est-ce que aujourd'hui, avec plus de solidité défensive, on gagne nos matchs de la même manière? Qu'est-ce qu'on dit, les gars? Est-ce qu'on dit on est content? Est-ce qu'on dit on n'est pas content? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si aujourd'hui on est 10e en jouant comme ça, moi je vous leur pose la question. On fait quoi? Il aura gagné son pari, notre cher Comolli. Oui, on sera plus haut. Brice, est-ce qu'on a répondu à la question? Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord? Moi déjà pour répondre à ta question, je pense que Novell il veut mettre en place un jeu style tiki-taka mais qu'il n'a pas un milieu à la Busquets quoi. C'est ça. Même s'il est pas, évidemment. Quoi, Spearing c'est pas si fort que Busquets. Il a Siro. Non, on a dit Busquets pas banquette. Pour moi Siro il doit vraiment jouer plus haut parce que déjà contre Metz et même contre Brest, il a joué un cran plus haut et il a distribué des bonnes passes quand même. Brest il était. Mais Siro sera meilleur à côté de Spearing. Parce qu'il jouera plus haut. Bah oui, c'est évident. C'est évident. Et puis il y aura des automatismes aussi. Tu vois, genre un joueur au milieu qui contrôle le tempo comme Spearings et tout, ok, mais genre c'est un joueur qu'on a ramené parce que on avait des problèmes au milieu et qu'on s'en est rendu compte post-mercato quoi. C'est que effectivement on a vu qu'il y avait un problème quelque part, tu vois. Ouais. C'est le premier des aveux de Noël. Ouais. Le retour de et de Comolli aussi. Le débat, c'est est-ce que l'effectif est-il compatible avec la mise en place tactique? Non. Alors j'ai un non là au téléphone. Rémi? Forcément, je vais te répondre non. Non aussi? On peut pas dire oui. On peut pas dire oui, donc c'est quand même très négatif. Brice? Pour moi c'est non, mais il y a du mieux quand même depuis quelques temps. Je pense que les joueurs comprennent un peu mieux ce que le coach veut mettre en place, mais oui, on comprendra en avril. On sera bien en avril. Mais il faut laisser du temps. Elliot? Oui. Non. Non. Eh ben moi je vais à la contre-courant de tout le monde. Je suis désolé, mais si je réponds purement à la question, est-ce que l'effectif est-il compatible avec la mise en place tactique du coach? Oui. Oui, parce qu'on joue avec un 10. On a un Gelabert qui vient d'arriver. Là, on ne jouait pas avec un 10 l'année dernière, qui est un numéro 10. On a une sorte de double pivot. Tu as Siro, Caceres, Spearing sur 3 postes, avec un Schmidt qui peut s'y intégrer aussi et qui peut aussi jouer 10. T'as tes fameux ailiers qui sont blessés pour la plupart, ça on l'avait pas prévu, mais intrinsèquement ils sont là. Devant t'as 2 bons numéro 9 avec Magritte, Alinkra. Derrière t'as des 2 bons ailiers qui montent très haut parce que tu veux les faire jouer très très haut aussi. Donc est-ce qu'on a l'effectif compatible avec la mise en place tactique du coach sur un 4-2-3-1 avec le peu qu'on a vu depuis le début de la saison? Pour moi, l'effectif, il est compatible. Est-ce qu'il l'utilise à bon escient? Est-ce qu'on se régale? Est-ce qu'on a de l'émotion? Non. Est-ce qu'on se fait chier? Oui. Est-ce qu'on aimerait voir mieux? Oui. Est-ce qu'il est compatible? Pour moi, oui. Tu m'as presque convaincu. Belle arrivée. Mais si je prends les mots, juste les mots, oui. Après, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on veut voir, dans nos émotions, dans nos machins, on est tous d'accord et je vous rejoins à 100%. Là, on est au Danube dimanche, pour ceux qui étaient là, on s'est fait chier comme des rats morts. Et le match de Coupe d'Europe de l'Union Saint-Gilloise. Si t'enlèves l'émotion du match de Coupe d'Europe, tu te fais chier aussi. Mais exactement, et l'Union Saint-Gilloise, ce que j'allais dire, on s'est fait chier aussi, mais non, parce qu'on était à la fête dans l'ambiance. Mais le match, mais ça pareil, j'étais trop dans la fête, je l'ai pas vu. Tu enlèves l'émotion. C'est dire. Une dernière chose sur Carles Novel, les gars, que je voulais aussi rajouter, et ça je suis un peu pas content, et je pense qu'on ne l'a pas souligné, alors si on l'a souligné, je ne l'ai pas entendu, alors, outre le fait de ne pas mettre les joueurs à leur poste, c'est les signaux que tu envoies aux joueurs qui devraient jouer. Je pense à Bangré vraiment. Alors à un moment donné, Bangré Messi, d'accord, mais j'aimerais au moins qu'on puisse lui donner sa chance. Et quand tu vois que tu as Sissoko et Abouklal et tu es dans sa petite tête et tu te dis je joue toujours pas, psychologiquement j'aimerais bien qu'il mette aussi tout son groupe concerné par ce genre de choses quoi, parce que moi je suis Bangré, admettons, je vois Skita arriver, revenir de blessure et gratter plus de temps de jeu que moi, je suis là, je me dis ok, on en est là quoi. Ouais. Charles, on va te remercier, merci beaucoup de ton intervention. Gros bisous à toi, passe un bon week-end. Merci, ciao. Je vous laisse tranquille. Ciao. À mardi. À samedi pour les chipots, comme dirait notre grand Mehdi. Merci à vous.
Merci à toi, Charles. Bonne soirée. Il nous reste 2-3 minutes. Le débat est vraiment trop intéressant. Donc, tu vois, on l'a poussé. Bravo, Brice. Franchement, très très bien joué. Quel âge as-tu déjà ? 27 ans. 27 ans. Depuis quand tu supportes le TEF ? On va se le faire en rapide. Ça fait depuis que j'ai 7-8 ans à peu près. Comment t'es devenu supporter ? C'est mon grand cousin. Le TEF ? Non, c'est pas mon grand cousin. C'est mon grand cousin qui m'a fait rentrer la première fois au stade. Et ton premier match, du coup ? C'était un TFC 3, je crois. C'était en je sais pas, j'avais 7 ans. Ça, c'est de l'affiche, ça. TFC 3, 3-1. Madjer j'allais dire de Begra, oui. Comment il s'appelle, Bergogneau. Putain, on en parlait tout à l'heure en off. Ton meilleur souvenir. Il a fait un bon match. Oui, il a fait un bon match. Ton meilleur souvenir et pourquoi ? J'en citerai 2. Alors évidemment, le match de Coupe de France l'année dernière. Parce que l'année dernière, il s'est passé un truc de ouf. Au Stade de France, devant moi, il y avait un supporter nantais, il devait avoir la soixantaine, un truc comme ça. Et quand on a gagné, il s'est retourné vers moi, il m'a pris dans ses bras et il était trop content pour moi. Mais trop bien. C'était incroyable. Enfin, franchement, c'était un moment de ouf. C'est beau le foot. Hein. Ouais, franchement, il y a des moments comme ça, c'est cool, quoi. Il est cool comme Boiré quand même. Et deuxième souvenir qui m'a marqué, mais bon, j'étais petit, donc ça m'a plus marqué de par la foule qu'il y avait et tout, c'était Bordeaux TFC 3-1. Le caleçon de Bergogneau. le slip. Ton pire souvenir en 10 secondes. Mon pire souvenir, demi-finale. Guingamp. Ouais. Et il y en a un autre aussi, c'est... Une fois, j'ai amené un pote voir un match parce que je lui ai dit, ouais, tu vas voir, on va voir un match du TEF et tout. C'était contre Rennes, on a pris 5-0. Ah oui. Le fameux 5-0 d'Amada. Il n'y a pas que des bons souvenirs avec Amada. Ouais. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver. Achille Mana. Et un joueur que si tu devais être, tu serais qui ? Toute génération confondue. Etienne Capou. Parfait. Il nous reste 4 secondes. Merci Elliot, merci Rémi, merci Oxens, merci Brice, merci Vincent, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès mardi dans la feuille de match. Faites comme Brice, contactez-nous et vous serez avec nous en studio. On vous souhaite une très très belle soirée, un très bon week-end. Ciao, ciao. Ciao, ciao.